Nous voici dans un jardin magnifique, le jardin Mosaïque à Asnières-sur-Vègre. Nous allons avoir tous les détails avec Philippe Gandry, qui est le responsable, l'architecte qui a fabriqué ce jardin. Bonjour Philippe. Bonjour, très enchanté de vous voir. Donc c'est avec plaisir que je vous reçois au jardin, un jardin qui sort de l'ordinaire, autant par le mode de plantation que par la présentation des végétaux. Donc c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, parce que depuis tout petit je suis passionné par l'écologie. J'ai essayé de la mettre en pratique sur la grande culture, parce que j'ai une formation d'ingénieur en agriculture, et j'ai sous les tropiques, et j'ai voulu à mon retour en France essayer de prouver qu'on peut faire quelque chose de propre, d'esthétique et d'écologique en même temps. Vous étiez sous les tropiques, vous êtes revenu en Sarthe? Je suis passé des bananes à la Sarthe. C'est pas mal. C'est pas mal, et visiblement cette année il fait aussi chaud que sous les tropiques. Alors le jardin Mosaïque, on va se promener, on est là pour ça. L'entrée est libre, enfin on peut venir. Alors c'est ouvert au public, je vais pas dire toute l'année, toute la saison. Ouvert du 1er mai au en gros 15-16 octobre. Voilà. Alors le projet, le principe, qu'est-ce que c'est que le jardin Mosaïque? Alors, jardin mosaïque déjà parce que nous sommes une famille métissée, ma femme est sénégalaise, que j'ai essayé d'attraper sous les tropiques, au Sénégal évidemment. Oui. Et donc on a des petits-enfants colorés. Et le jardin retranscrit aussi tout ce que j'ai vu au travers de mes voyages, c'est-à-dire une façon de planter qui n'est pas forcément de l'autoroute à carottes ou de la rocade à petits pois. C'est-à-dire? C'était une imbrication de fleurs sauvages au milieu des fleurs ornementales, de légumes au milieu des fleurs et vice-versa. D'où l'effet mosaïque. Donc, et la nature reprend ses droits. Ici, c'est un peu la nature qui décide en fait. On essaye de faire un dérapage contrôlé. Donc c'est elle qui donne la cadence. On essaye de faire en sorte que ça n'aille pas trop loin. On contrôle un petit peu les limites. D'accord, c'est un peu comme dans les 24 heures du Mans. Tout à fait. Dérapage contrôlé. Alors la visite commence ici, déjà par les bâtiments magnifiques que vous êtes en train de restaurer, avec un projet pour l'avenir. Voilà, projet long terme, c'est de restaurer à l'ancienne les bâtiments, donc respecter le bâti avec du travail à la chaux, du sable de pays, donc qui donne la coloration au mur, et à long terme de faire un projet de chambre d'hôte. C'est pas mal. C'est une ferme qui date de quand, vous savez? Alors c'est une ferme qui est très ancienne, donc les bâtiments ont été construits au fur et à mesure des siècles, mais la première trace de la ferme se trouve sur les archives d'Édouard de Laurière, qui était l'ancien maire de la commune dans les années 1800-1840, qui a été propriétaire des bâtiments. Donc on voit une plaque inauguration en 1849, mais c'est une fausse plaque dans la mesure où le bâtiment est bien plus ancien. Il n'a fait que reconstruire sur des restants d'une ferme dont lui-même a trouvé des traces en 1615, propriété de Pierre le Bastard, qui était seigneur du manoir de la Cour d'Asnières. D'accord, donc c'est une ferme qui est directement rattachée au manoir de la Cour d'Asnières. Allez, on va continuer la visite par là-bas, vous allez tout nous expliquer. Alors quand on s'enfonce un petit peu dans le jardin, on arrive dans une zone bien particulière dédiée à la reproduction des insectes. Alors tout à fait, alors ce n'est pas que les insectes, c'est une zone que j'appelle refuge, dans la mesure où c'est une zone qui permet aux insectes prédateurs des parasites du jardin de se reproduire, en particulier la coccinelle. C'est pour ça que dans cette zone, vous allez trouver de l'ortie, parce que la prairie était trop riche en fumier, en lisier, en surpâturage. Donc j'ai de l'ortie que je canalise en fauchant et en mettant sur le tas de compost. Mais en attendant, elle me sert de plante hôte idéale pour les coccinelles et pour au moins un tiers des papillons qui viennent ensuite sur les fleurs. Donc si vous acceptez d'avoir de l'ortie, vous aurez certainement des jolis papillons dans votre jardin. Alors la prairie, l'objectif n'est pas d'avoir de l'ortie, c'est la plante actuelle dominante qu'on va essayer de diminuer au fur et à mesure en appauvrissant le terrain. Le but étant que d'ici 5 à 10 ans, cette prairie devienne une prairie de fleurs naturelles. Et non pas de jachère classique à Cosmos, Escolcia, ce qu'on peut trouver des fois, mais qui n'a rien de naturel en fait. Je pars du principe que la prairie a un stock énorme de graines en dormance, qui ont la capacité de germer. Les capacités sont souvent, non pas de 2 ou 3 ans, comme vous voyez sur le sachet de graines du commerce, mais de 50 ou 100 ans pour certaines graines. Elles restent dans la terre. Et elles restent dans le sol, elles attendent les conditions optimales pour sortir. Donc là, le terrain est trop riche, on ne sort pas. Quand le terrain sera pauvre, on se décidera à se réveiller et à partir en fleurs. Pour l'instant, la dominance, c'est l'ortie et les graminées, c'est-à-dire l'herbe sauvage. Il faut laisser faire la nature. On laisse faire, mais à condition de l'appauvrir et de jamais lui redonner à manger. Ici, on a une autre plante qu'on vient de me signaler. C'est l'Actusa, je crois, c'est Scariola. C'est l'ancêtre de la salade, qui a été utilisée par les Égyptiens pour arriver sur la salade que nous consommons. C'est une plante qu'on appelle aussi la plante boussole. Le plan ici détermine l'axe nord-sud.
On va passer à l'autre partie du jardin par là-bas. Bien, ouais. Alors en plus au milieu du jardin, vous avez une vue magnifique sur Asnières. C'est l'énorme plaisir du jardin, c'est aussi ce qui nous a donné le cœur à l'ouvrage, on va dire. C'est ce coup de cœur pour ce magnifique village d'Asnières-sur-Vègre, qui est débordant de trésors architecturaux et que j'invite tout le monde à venir visiter en même temps que le jardin. Le jardin a une position dominante par rapport au village, donc on a l'occasion de découvrir les principaux bâtiments du jardin. Et de cet espace-là, on voit bien dans le jardin le plan, c'est-à-dire à gauche une zone sauvage et à droite une zone purement ornementale. Et ici au milieu, c'est le lien entre les deux. Au milieu, une petite transition, des petits ronds de graminées qui rappellent la prairie d'origine et qui nous incitent à avancer sur l'espace beaucoup plus domestiqué. Alors on va de l'autre côté On va de maintenant. l'autre côté. Alors sur le chemin, on découvre les massifs comme celui-ci. Qui a beaucoup d'entretien. Alors le massif, ce massif permet de voir le principe fondamental du jardin. Après avoir un espace de réserve, l'autre principe de base, c'est du paillis. Du paillis en abondance qui permet de protéger le sol de l'érosion, surtout en ce moment de l'évaporation, puisque nous sommes en période de sécheresse. Donc c'est énorme comme effet au niveau de l'économie d'eau. Et ça nourrit évidemment le sol. Le principe, c'est qu'en le mettant 4 à 5 mois suffisamment tôt par rapport à la plantation, on n'a pas besoin de travailler le sol. C'est zéro travail du sol. Pas mal. Pas de motoculteur, pas de grelinette, pas de fourche, rien. On pose le paillis, soit du foin, soit de la paille, soit du compost grossier comme c'est le cas ici, sur le sol, et puis les vers de terre font le reste du travail. Ah bien, on fait travailler les vers de terre. On fait travailler les vers de terre à notre place et nous on dort, enfin presque. Mais à la maison, comment on fait alors? On achète de la paille ou du foin? Chez vous, vous pouvez récupérer les tontes de gazon, alterner avec des feuilles mortes par exemple, tous les déchets végétaux que vous trouvez dans le jardin. Alors on a aussi tous les déchets de la taille des fleurs. Tout ça on garde? On garde, on met soit en compost, soit directement au sol. Pas mal. Alors maintenant on va entrer dans la zone fleurie avec beaucoup... Alors zone fleurie, on peut noter par exemple au passage une petite plante intéressante, très intéressante, c'est le fenouil. Le fenouil est très aérien, attire énormément les insectes et en particulier la chenille du macaon. Donc le macaon, c'est un des plus beaux papillons du jardin. La chenille est magnifique, elle est énorme, elle est toute verte et elle est spécifiée à cette plante. Donc cette plante, c'est vraiment la plante hôte du macaon. Si vous voulez un jardin avec des fleurs et des papillons, il faut accepter d'avoir beaucoup de variétés florales. C'est la variété de fleurs qui amène la variété de papillons. Et ça, vous coupez à la fin de la saison? À la fin de la saison, on rabat l'essentiel des plantes. On les garde souvent en place pendant l'hiver. Ça nous sert de maison à insectes, parce que beaucoup de plantes, comme le fenouil d'ailleurs, a une tige creuse dans laquelle les chenilles peuvent hiverner. D'accord. Alors ici, des fleurs magnifiques. C'est tôt, non, pour la saison? Nous avons des fleurs qui arrivent effectivement très tôt. L'ensemble du jardin, comme tous les amateurs qui sont passés jusqu'à maintenant le confirment, a pratiquement un mois d'avance en floraison. Alors on se trouve en face d'un massif d'Echinacea purpurea. Ce sont des fleurs magnifiques qui tiennent une bonne partie de l'été et comme on peut le voir, qui attirent bourdons, abeilles et papillons à foison. On a aussi des verveines de Buenos Aires qui sont très légères, très aériennes. Mais si tout a un mois d'avance, comment ça va se passer au mois d'août, septembre? Alors ce qui se passe, c'est qu'il faut tailler très vite les fleurs, car beaucoup de fleurs vont avoir la capacité de refaire une deuxième floraison. Les fleurs de début de printemps commencent déjà à voir des bourgeons qui émergent sur certaines variétés. Donc on coupe? On coupe et elles refont la fleur. En plus, ça leur permet d'avoir une meilleure résistance à la sécheresse. Il faut savoir que la fleur, l'objectif, c'est de fabriquer de la graine. Donc la graine, c'est la consommation d'eau. Donc il suffit, dès que la fleur est fanée, de tailler très très vite pour se retrouver avec une plante qui a une capacité à redémarrer. Alors là, on peut se promener, regarder. Alors, le chemin nous permet d'avoir des petits dédales, des petites allées pour naviguer au milieu des fleurs. Et l'intérêt, c'est de voir un petit peu la diversité. C'est le mélange, comme je disais, des fleurs sauvages et des fleurs. Là, on a un petit pied de bardane, qui est une plante sauvage. Alors les gens connaissent cette plante sous le nom de pouesse, ce sont les petites graines qui s'accrochent sur vous. Il faut savoir que ces graines ont donné l'idée du velcro à un ingénieur suisse en les observant à la loupe, paraît s'accrocher sur son chien. C'est aussi une plante médicinale qui est très intéressante et qui est cultivée dans la région de Chemillé. Donc on la laisse venir au gré des plantations, tout en contrôlant son développement évidemment. Là on a des petits assortiments d'aquilées, de sédum qui tiennent très bien à la sécheresse, de sauge némérosa. Donc il y a énormément, on a plus de 400 variétés de vivaces dans le jardin, 120 à 150 variétés de rosiers anciens aussi. On va aller voir les rosiers. Voilà.
Alors la roseraie, c'est plus véritablement la saison. Ce n'est plus tout à fait la saison, mais nous avons quand même des roses qui remontent et qui nous permettent d'admirer de la rose ancienne en mélange avec du vivace. Rose ancienne, c'est-à-dire en gros jusqu'à 1920-1930. La saison de la rose, c'est plutôt vers le mois de mai. Le gros boom de la rose, c'est fin mai, début juin. D'accord. Et puis vous avez aussi un potager magnifique, on va s'y rendre avant de terminer. Alors le potager, c'est le même principe, c'est désorganisé mais tout est là. Vous avez bien résumé, le potager, c'est j'allais dire, le reflet de l'ensemble du jardin, c'est-à-dire un désordre contrôlé. On panache les légumes au maximum pour que les parasites se perdent. Alors comme je disais, évitons les autoroutes à carottes et petits pois. Et en cela, ça reprend le principe de plantation des paysans d'Afrique ou des paysans des Antilles qui, eux, ont des systèmes qui sont absolument stables dans le temps. On peut vraiment parler d'une agriculture durable, zéro érosion, contrairement aux grandes exploitations que j'ai pu visiter qui, au bout d'un an, perdaient la moitié de leur surface dans des crevasses énormes juste avec quelques pluies. Ce système-là permet d'avoir une agriculture qui dure à long terme. Donc c'est de l'imbrication. On respecte les insectes qui sont des prédateurs des autres parasites du jardin. On les favorise avec, comme on a vu, des arrière-plans sauvages. Et au final, on a un potager qui demande une semaine d'entretien en début de saison, puis une journée par mois. Zéro motoculteur, zéro grelinette. Et le reste du temps, je ne vais pas me reposer, mais au moins je vais observer, essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de travailler les vers de terre et tous les organismes. C'est laisser travailler la nature à notre place. Avec des plantes originales comme celle-ci qui est en face à... Celle-ci, c'est de la roche, qui est l'épinard du Moyen-Âge, que les gens consommaient au Moyen-Âge, qui fait une jolie rosette rouge en début de saison. Et au fur et à mesure, elle monte, elle part en graines. On peut toujours découper des petites feuilles pour mettre soit cuites, comme les épinards, soit crus en salade. Voilà. Et dans le jardin, on a par exemple la ciboulette que tout le monde connaît, mais qu'une Anglaise m'a signalé qu'on pouvait manger les feuilles, mais on pouvait aussi croquer les fleurs. Ah bon ? Et vous pouvez mettre des petites boules de fleurs en remplacement de morceaux d'oignon dans votre salade. Vous avez une salade colorée. Pas mal, bonne idée. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Tout le temps? On peut venir nous voir tout le temps. Alors du mercredi au dimanche, nous sommes ouverts de 10h à midi et de 14h à 19h. Et nous faisons des petites visites guidées à l'occasion de quelques manifestations. La prochaine aura lieu fin août sur le thème de la dégustation des confitures. Eh ben, merci beaucoup Philippe, merci pour cette visite très sympathique. Et je pense que si on fait la visite avec vous, on peut poser des questions. Et vous Alors avez... c'est vraiment le jeu et le plaisir, la visite est vraiment un échange. Je montre ce que je vois dans le jardin, mais j'en apprends énormément avec tous les gens d'âge variés. Et souvent les anciens me donnent des petites astuces, des petits conseils, des usages de plantes qui étaient complètement oubliés, comme un certain chardon, le chardon-marie, dont les graines servaient à faire de la présure. Et une seule personne a réussi à me trouver l'intérêt de cette plante au niveau de la présure. D'accord, ben voilà, on apprend tous les jours. Merci Philippe, merci à vous. Dans quelques instants, nous prenons la direction de Roissy-Vassé. La fête du Bois Joli, c'est aujourd'hui, nous y serons. La fête dans la forêt aussi, on appelait ça les années précédentes. Donc rendez-vous à Roissy-Vassé dans quelques instants, bougez pas.